Qui ne s'est jamais dit que l'entrée en maison de repos signait la fin d'un parcours de vie? Je suis convaincue que non. Ce n'est pas la fin, c'est juste le commencement d'un nouveau chapitre. Au Clos de la Quiétude, 2 personnes en particulier s'investissent au quotidien pour que le début de ce chapitre ne rime pas avec page blanche. Elles représentent un métier peu connu, voire écrasé par les autres professions dans le milieu paramédical. Ce métier, c'est l'ergothérapie. C'est quoi exactement l'ergo? Autant il y en a qui vont nous dire c'est celui qui travaille avec les plantes, autant... enfin voilà, je sais même plus ce que j'entends. Ou ici, c'est vrai que notre place d'ergo en maison de repos est compliquée. Parce que oui, on fait des activités. Et donc du coup, on se dit, ah, ils vont aller jouer en ergo, ou monsieur s'embête, il doit aller en ergo, etc. Mais il y a plein de buts et objectifs derrière. Et donc du coup, c'est ça qui est important, c'est que ici quand on voit, je prends la place d'un visiteur, je regarde par la fenêtre, je vois, ah ils sont en train de jouer à ça, ah ils sont en train de jouer à ça. Eh ben oui, on joue, mais on joue intelligemment, avec des objectifs pour les résidents. Donc nous on essaye de former des groupes de résidents qui ont les mêmes difficultés pour faire une activité. Alors, ce qui se passe, c'est que le résident se dégrade à un moment donné. Et une activité qu'on avait l'habitude de faire pendant des mois, à un moment peut ne plus fonctionner. Et donc on est obligé de réfléchir, de se dire tiens, qu'est-ce qu'on peut remettre en place, qu'est-ce qu'on peut adapter et qu'est-ce qu'on peut recréer pour redonner un dynamisme à l'activité. Et c'est ce que je suis en train de faire. L'ergothérapie est par définition une profession de santé qui s'intéresse à l'évaluation, à la réadaptation et au traitement des personnes souffrant d'un handicap moteur ou psychomoteur. Le but est de préserver ou développer leur indépendance et leur autonomie nécessaires à la vie quotidienne, familiale et professionnelle. Allô? Oui. De nos jours, il ne suffit pas d'une définition pour comprendre l'impact que ces personnes ont sur le quotidien de leurs patients. Et c'est ainsi que s'ouvre le premier chapitre que Sylvie nous raconte. Madame D. Mais Madame D, quand elle est arrivée ici, donc elle venait de faire un AVC, donc elle s'est retrouvée avec une hémiplégie gauche. Et donc en fait, elle est restée en centre de revalidation pendant 4-5 mois et puis elle a débarqué ici. Donc nous, on a été voir dans le dossier, on a vu qu'il n'y avait pas d'évolution, en tout cas le rapport médical nous disait qu'il n'y avait pas d'évolution, qu'elle était flasque. Flasque, ça veut dire qu'elle ne sait plus, elle n'a plus de contrôle moteur sur son membre. Et donc du coup, qu'il n'y avait pas eu d'évolution. Donc nous, on s'est dit, après 4-5 mois, 6 mois de revalidation, si eux ne sont pas arrivés à quelque chose avec elle, nous, on va apprendre à comment vivre, comme je disais, quand on ne sait pas retrouver l'autonomie, on va apprendre à vivre avec cette situation de handicap qui, elle, ici, elle était très autonome. Donc du jour au lendemain, elle s'est retrouvée en fauteuil roulant avec la perte de sa jambe gauche et de son bras gauche aussi. Et donc du coup, en plus, elle était gauchère de base. Donc ça aussi, à l'époque, les gauchers, on les forçait à écrire de la main droite, donc elle est un peu ambidextre, donc elle a quand même une certaine habilité dans la main droite, ce qui nous facilite aussi la tâche. Mais quand elle est arrivée, avec elle, on partait de zéro, parce que c'était plein d'autonomie à récupérer. C'était une résidente qui n'était pas beaucoup motivée, qui était très négative, qui voulait récupérer sa vie d'avant, mais qui était compliquée. Et donc du coup, c'était difficile à prendre en charge parce qu'on avait d'abord l'aspect psychologique à travailler avec elle pour lui faire comprendre qu'effectivement sa vie changeait mais que tout n'était pas perdu et qu'on allait travailler avec elle. Ensuite, nous, on l'a observé actuellement quand elle était là aussi, parce que parfois autant il écrit des choses dans les dossiers, autant dans la réalité, c'est encore différent. Et puis ensuite, elle, on a pu, parce que c'est quelqu'un qui est autonome, elle n'a pas trop de séquelles cognitives
de son AVC. On a pu faire le bilan d'entrée avec elle, donc elle nous a expliqué tout ce qu'elle faisait à la maison. Elle avait un petit groupe avec des amis qui venaient, elle faisait de la peinture, elle faisait plein de choses. C'était quelqu'un qui est fort en recherche d'interaction sociale. Donc dès le début, déjà la période d'isolement a été très difficile, donc du coup on l'a motivée en disant écoutez, bientôt vous allez pouvoir sortir, vous allez faire des activités. Et en fait elle était très affalée dans son fauteuil, donc du coup pour aller chercher des objets, elle a son paraplégique ici, donc pour aller chercher, voilà. Donc déjà on a dû vraiment travailler le redressement avec elle pour qu'une fois qu'elle est bien droite dans son fauteuil, elle puisse déjà mieux aller chercher les objets. Et donc du coup la prise en charge de Caroline s'est faite de manière significative parce que comme elle aimait bien dessiner, elle s'est dit à travers le dessin, je vais aller m'amuser à aller mettre les crayons loin sur la table pour la forcer à aller chercher le crayon. Et pour forcer, parce qu'elle pourrait utiliser le rouge pendant 10 minutes, et donc du coup elle reste affalée comme ça, elle a utilisé le dé qui lui disait tu changes de couleur à chaque fois que tu lances le dé. Donc obligée d'aller chercher. Et donc effectivement l'activité était significative pour elle puisque elle aime dessiner et que le dessin est important. Le mouvement qu'elle a commencé à répéter lui a servi pour la vie quotidienne. Positif. Ouais. Oui, parce que tu as fait d'énormes progrès depuis que tu es arrivé ici. Et ça, tu ne le constates pas. Et moi, je suis là pour te le faire constater. Il n'y a pas que l'autonomie que l'ergothérapeute cherche à traiter. Elle cherche aussi à contribuer au bien-être de la personne au travers de la musique et d'autres thérapies. La musique adoucit les mœurs. C'est vrai que les objectifs ici de l'activité, comme on l'a dit, on est dans l'activité bien-être et dans l'apaisement. Donc c'est des personnes qui présentent une démence tout ici. Et en fait, les fins de journée, tout ça, c'est beaucoup d'angoisse. La journée est longue, il commence à faire noir. Je vais rentrer chez moi, je ne sais pas ce qui se passe. Et en fait, la musique apaise. Et donc du coup, on est dans cette optique-là. Quand je fais l'activité musique, c'est pour surtout vivre le moment présent, comme tu disais. Laisser s'exprimer les émotions, autant pour le moment on n'a pas beaucoup, mais parfois il y a des chansons qui amènent les résidents, certains, à repenser à des souvenirs, alors ils peuvent pleurer, mais voilà, on est là, du coup on les accompagne, on reste près d'eux, on leur montre beaucoup d'affection, d'empathie, et par le geste, un toucher, voilà, pour ne pas les laisser dans une détresse, pour montrer qu'on est là. Et puis après on change une autre chanson, une petite amie qui vont sourire un petit peu. Aussi, c'est de voir l'ouverture qu'ils peuvent avoir. Comme je dis, ça a aussi un impact sur l'après-activité. Autant ici, ils vivent un moment de bien-être, autant ils vont revenir dans leur lieu de vie apaisé. Tu as vu Poupette, quand elle est partie, elle était hyper heureuse, hyper bien. Elle est retournée dans son lieu de vie. Et c'était la seule qui était toute souriante, machin, et les autres, elle cherchait des gens pour continuer à être dans cette bonne humeur, en fait. Et donc du coup, c'est ça aussi, c'est la bonne humeur que tu peux apporter en activité, ils repartent avec, tu vois. Et en fait, c'est comme j'expliquais, parce qu'ici, on le fait ici dans le local, mais quand le musicothérapeute, il venait et qu'il fait ça au Cantou, après au Cantou, c'était calme. Il est très difficile de parler à une personne dite démente et nos masques n'arrangent pas les choses.
Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Mais en fait, la communication, c'est verbal, mais c'est aussi non-verbal. Et donc, Ouais. du coup, moi, je dirais que moi, je suis quelqu'un qui, comme on m'expliquait, j'observe tout. Je vois tout, j'écoute tout, je suis Wi-Fi, et moi, c'est une capacité que j'ai, que j'ai développée, je pense ici aussi. Et en fait, autant, je lis le non-verbal. Donc, quand je vois qu'un résident n'est pas top, je fais attention. Marie, que tu parlais, tu sais, aussi, toi, tu les as vus le matin. Donc, le matin, ils viennent de se lever. Ouais, ils sont groggy, quoi. Autant la nuit, ils ont été agités, donc ils sont fatigués. Donc, du coup, c'est vrai. C'est aussi des moments où ils vont être un peu plus renfermés parce qu'ils sont fatigués et tout. L'après-midi, tu as vu, c'est beaucoup mieux. Et le soir, moi, je les ai. Ça part dans tous les sens, moi, le soir. Mais c'est ça, c'est parce que moi, je connais les résidents aussi. Et toi, tu connais pas forcément. Et donc, je sais aussi comment aller les attraper. Je sais que Marie, si j'arrive avec un sourire, dans le masque on voit plus, mais parfois on dit on voit les yeux, ça rit. J'arrive avec les yeux, rieux. J'arrive et je dis bonjour Marie, je fais c'est bon ce que tu manges, qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? Effet miroir en fait. Et si j'arrive avec une attitude positive, elle est oui, c'est bon, et alors parfois j'arrive à la faire manger. Parfois Marie aussi, quand elle veut pas, parce que moi j'aime pas forcer le résident qui est là, qui veut pas. Elle, on insiste parce qu'elle se nourrit pas bien, qu'elle est très très fine, donc on est obligé d'insister aussi. Mais quand je lui mets la musique, par exemple, quand je parle des médias, alors je lui mets avec mon téléphone la musique près de son fauteuil roulant, c'est une musique que je sais qu'elle aime. Et alors elle est comme ça, donc du coup je fais un petit peu, et puis hop, je lui donne à manger, et en fait elle oublie que je lui donne à manger, et donc elle est là, et le repas se passe très très bien, et j'ai pas dû forcer, et on était dans la douceur, donc ce qui est important aussi. Et alors elle parle parfois avec les yeux, elle me regarde, ou alors parfois il y a des mots qui sortent, ou parfois elle s'exprime, néerlandais, français, n'importe. Et donc voilà, c'est important aussi. Isabelle aussi parfois, donc elle était beaucoup plus expressive avant, puis elle a fait le Covid, donc elle était très apathique, donc c'est ça qu'on essaye de rechercher chez elle aussi à l'activité musicale. Je sais qu'elle chante, je la connais, je sais sur quelle musique elle chante, donc quand elle est là et que je mets la musique et qu'elle bouge pas, je fais Isabelle, je fais chercher, je fais à toi. Et puis là, pouf, elle va se mettre à chanter. Mais peut-être que si je n'étais pas arrivée près d'elle, elle parlait pas. Ou autant elle connaît les chansons aussi, je sais qu'elle chante. Et si je viens pas près d'elle, capter le regard et lui dire vas-y. Et donc du coup, moi je fais semblant de chanter. Et je suis comme là, avec le masque, ça aide quand je connais pas trop les paroles. Et donc du coup, je suis expressive aussi avec mes yeux. Et donc du coup, elle se met à chanter. Et je fais un peu le chef d'orchestre, un peu, tu sais, allez hop, un peu toi. Enfin, je les mets en activité. Et donc du coup, c'est ça aussi qui est important dans la communication. Donc oui, il y a le langage et il y a aussi le non-verbal qui est très important d'interpréter quand on connaît le résident. Tu as aimé un peu écouter la musique? Est-ce que ça t'a fait du bien? Oui. Ah oui. Je viendrai te voir et on fera ça. Ok. À tantôt, Vicky. Au revoir et merci. Merci d'être venue. Ouais, merci. Merci pour ça. D'accord? Oui, ça j'en pense. On va essayer de trouver pour que tu n'aies plus peur. Oui, je comprends. Ça va? Et on se voit tout à l'heure. Merci. Au revoir, Vicky. Au revoir, Vicky. Allez, moi je t'accompagne. Tu as aimé? Quoi? Être avec nous, comme ça. Oui. Tu reviendras aussi, hein. Oui. Et quand Isabelle, elle danse très bien aussi. Donc quand... Tu danses bien, Isabelle? Ouais. Tu me montreras? Non? Le Covid. Sylvie s'est un peu détournée de son rôle premier d'ergothérapeute en devenant la vidéaste du clos. Ça s'est fait un peu par hasard, parce que j'ai une application sur mon téléphone et c'est vrai que les familles en ont beaucoup souffert aussi. Et alors on était le relais avec les familles, même si on ne peut pas les remplacer à 100%. Donc ici on faisait aussi les vidéos Skype avec les familles pendant le confinement pour qu'ils maintiennent un contact et parce qu'ils en avaient besoin moralement. Et alors on a ouvert une page Facebook où on m'avait demandé de faire quelques photos des résidents pour envoyer, pour mettre sur le site, comme ça les familles pouvaient voir les résidents. Donc ça a commencé comme ça, donc on faisait quelques photos. Et en fait il y a une fois, c'était au tout début du Covid, j'étais assez peinée. Généralement j'ai l'émotion, c'est pas grave. Ça, puis en fait c'est surtout que moi la première vidéo, c'est vrai que tu sais c'était pas évident dans le sens où on savait pas nous non plus ce qui arrivait, donc on avait très peur pour eux, on devenait complètement
Ouais, on était dans la psychose ici, moi toutes les rampes, je prenais les désinfectants, je nettoyais les rampes, j'étais là, dès qu'un résident sortait, on les lavait les mains, voilà, on était au courant de rien, on ne savait pas si le Covid allait arriver, on se doutait bien qu'un jour, comme on ne sait pas, il allait venir ici dans la maison de repos aussi, mais c'était énormément de charge de travail parce que moi j'étais vraiment au taquet sur tous les résidents qui avaient des difficultés parce que d'habitude ils étaient dans des milieux de vie, on pouvait les observer, regarder s'ils buvaient bien, s'ils étaient bien, et là comme on ne pouvait plus les rassembler, on allait beaucoup dans les chambres, nous pendant qu'on faisait un Skype, on laissait les résidents autonomes, et puis alors parce que c'était 15 minutes de Skype, donc descendre, remonter, on n'avait pas le temps, donc on restait dans les couloirs, aller voir que tout le monde aille bien, les faire boire, voilà. C'est vrai que cette période il y a un an était vraiment pas évidente pour tout le personnel soignant. Et donc du coup, la première vidéo que j'ai faite, c'est parce que je suis rentrée, j'étais assez triste de ce qui se passait. Je sais pas pourquoi, j'ai pris cette application et j'ai mis toutes les photos que j'avais prises pour les familles depuis sur une période de 3 semaines, parce que j'en sais pas autant. Et en fait, la vidéo s'est mise en marche et ça a été positif pour moi parce que je me suis dit, en fait, on fait quand même des choses bien. Parce que tu sais, parfois, tu sais pas, t'es là, c'est le Covid, comment ça se passe. Et en fait, la première vidéo avec les soignants, l'entraide, tout le monde, tous les soignants ensemble en disant, allez, on se soutient, ça va aller. J'ai envoyé la petite vidéo à mon directeur qui a adoré et qui m'a dit est-ce qu'on peut la publier, et puis j'ai dit oui, et donc du coup ça s'est fait comme ça, et puis alors la famille était assez réceptive de pouvoir revoir aussi en vidéo leurs proches parce que c'est mieux qu'une photo, et donc du coup après ça a été les vidéos, chaque fois que je passais dans les couloirs je faisais des photos des résidents, alors parfois après on a fait des petites mises en scène aussi parce qu'il y a les rituels aussi, on était amené à prendre les températures des résidents tout le temps, donc ils avaient toujours un thermomètre pointé sur leur front, donc du coup on en a rigolé, on en a fait un western avec les fusils en prenant les thermomètres, voilà, on a un peu dédramatisé, et puis au fur et à mesure, on a réouvert nos portes, les familles ont pu revenir, puis, etc. Puis voilà, je fais moins de vidéos maintenant, à part quand j'ai plus quelque chose à montrer, parce que ça me prenait du temps aussi de faire ces vidéos. Mais voilà comment on a aussi gardé le contact avec les familles par les vidéos, par les photos, par les mails. Voilà, moi j'ai été beaucoup plus en relation avec les familles, et on s'est aussi beaucoup plus soudés avec certains résidents parce que comme les familles n'étaient pas là, on était beaucoup plus proches d'eux parce qu'ils en avaient besoin, et donc du coup ça nous a soudés aussi avec certaines familles. Le personnel crée de vraies relations avec les résidents. Durant le Covid, les seules personnes avec lesquelles les résidents du home pouvaient avoir une interaction physique et sociale étaient le personnel soignant de celui-ci. Il y a des moments très tristes, franchement je suis nostalgique quand je revois ça, je suis putain on a quand même vécu ça quoi. C'est tous confinés, chacun de son côté. Heureusement qu'il avait fait super beau parce que quand tu vois les premiers, notre objectif pendant le Covid vraiment, on prenait les gens, on les sortait, moi je leur foutais des coups de pied au cul façon de parler. L'ergothérapeute prend le temps de connaître son patient et ses habitudes de vie afin de lui assurer une meilleure prise en charge personnelle et adaptée. Des petits gestes pour un énorme impact. Pour moi, ce métier est essentiel.